Bienvenue dans le module 3 de physique intitulé Électricité. La première leçon, le condensateur et le dipôle RC. On va commencer d'abord par parler d'une composante électronique qui s'appelle le condensateur. Donnons d'abord la définition et le symbole. Un condensateur est composé de deux conducteurs métalliques, on les appelle armatures, en influence mutuelle, séparés par un isolant appelé le diélectrique. Donc, deux conducteurs métalliques, peu importe leur forme, qu'ils soient plans ou bien cylindriques ou circulaires, ce sont deux conducteurs métalliques séparés par un isolant. Ça, c'est la définition d'un condensateur. Il est symbolisé comme suit. Les deux armatures ou bien les deux plaques du condensateur, le vide entre les deux plaques, ça constitue l'isolant diélectrique. Si on a un circuit électrique et on veut représenter un condensateur dans ce circuit, on le représente par deux tirets parallèles de même longueur séparés par un espace. Ceci, ce sont des photos de différents condensateurs qui ont différentes formes selon le domaine de leur utilisation. On va passer maintenant à une expérience appelée charge et décharge du condensateur. Après cette expérience, on va discuter les résultats obtenus. On réalise la charge et décharge d'un condensateur. Pour cela, on a besoin du matériel suivant: un générateur de tension continue, un interrupteur à double position, un condensateur, un galvanomètre à zéro central qui indique le passage du courant dans un sens comme dans l'autre, une résistance et enfin d'un voltmètre. On va maintenant réaliser le montage indiqué sur la figure qu'on voit sur l'écran. Alors on part du générateur vers la position 1 de l'interrupteur, puis de la position centrale vers le condensateur, du condensateur vers le galvanomètre et du galvanomètre vers la résistance. Après, de la résistance vers le générateur. Maintenant, on va relier la deuxième partie de l'interrupteur, c'est la position 2 à la position de la résistance, et brancher un voltmètre aux bornes du condensateur. Ce voltmètre va indiquer la valeur de la tension aux bornes du condensateur. Le voltmètre se branche toujours en parallèle, alors que l'ampèremètre ou bien le galvanomètre se branche en série. On allume le générateur et on le fixe sur la tension 6 volts. Le voltmètre a un calibre de 10 volts. On allume le générateur et on met l'interrupteur en position 1. On voit que l'aiguille du galvanomètre a dévié puis il est revenu à 0. Alors que la tension aux bornes du condensateur atteint la valeur 6 volts. On dit que le condensateur est chargé. On fait passer l'interrupteur dans l'autre position, la position 2. On voit que l'aiguille du galvanomètre dévie dans l'autre sens, ce qui indique le passage du courant dans le sens opposé au précédent. Et la tension au bord du condensateur devient nulle. On dit que le condensateur est déchargé. Alors, d'après l'expérience précédente, on a vu que le montage utilisé est le suivant: un générateur de tension continue
idéal. Il a une force électromotrice E, un interrupteur à double position, un condensateur, un ampèremètre et une résistance. À savoir, si l'interrupteur est en position 1, alors le condensateur se charge et le voltmètre, la tension aux bornes du condensateur passe de la valeur 0 progressivement à la valeur E. Si c'est 6 volts, ça sera à la fin 6 volts. L'ampèremètre indique le passage d'un courant pendant un certain temps. C'est le temps qu'il faut pour charger le condensateur. Donc on peut dire que lorsque l'interrupteur est en position 1, j'ai initialement U du condensateur et les nuls, et à la fin, c'est-à-dire tendant vers l'infini pour nous, un temps très grand, U devient égal à E. Donc l'interrupteur en position 1, le condensateur se charge, et à t égale à 0, on a UC égale à 0, et à un t très grand, on a UC égale à E. On distingue le circuit de charge par l'existence du générateur dans ce circuit. Si on a un condensateur et un générateur, on va déduire que ce circuit sert à charger le condensateur. Lorsqu'on fait passer l'interrupteur en position 2, il n'y a pas de générateur dans la position 2 et le condensateur il est déjà chargé, il va jouer le rôle d'un générateur. Il va débiter le courant dans le circuit et l'ampèremètre va indiquer le passage d'un courant pendant une durée delta de t. Pendant cette durée, la tension au bornes du condensateur diminue de la valeur E à la valeur 0. Donc, lorsque l'interrupteur est en position 2, le condensateur se décharge et à l'instant t égale à 0, U était égal à E et après un temps assez grand, on a UC égal à 0. Maintenant, on va essayer de suivre qu'est-ce qui se passe au niveau des plaques du condensateur lorsque il se charge. Cette animation nous montre le suivi de la charge du condensateur au cours du temps. On a un circuit formé d'un condensateur et d'un conducteur ohmique ainsi qu'un générateur. Le générateur déplace les électrons de la plaque supérieure du condensateur vers la plaque inférieure. Et on constate que la plaque supérieure devient positive, alors que celle au-dessous devient négative. Et on voit que la charge du condensateur augmente au cours du temps pour atteindre une valeur finale à la fin de la charge. Maintenant, voyons l'évolution de l'intensité du courant de charge du condensateur. On constate qu'au départ, l'intensité commence d'une valeur positive et au fur et à mesure que les plaques se chargent, l'intensité diminue progressivement. Et à la fin de la charge, c'est-à-dire lorsque les électrons s'arrêtent de se déplacer, l'intensité devient nulle. Donc on peut dire que les plaques du condensateur portent des charges opposées, c'est-à-dire que la plaque supérieure porte une charge positive, la plaque inférieure porte une charge négative, donc les deux charges sont égales en valeur absolue. La charge électrique s'exprime en coulomb. Le symbole c'est C majuscule. Si on nous demande de calculer la charge du condensateur, on donne toujours la valeur de la charge de la plaque positive. Tout condensateur possède une capacité, ne peut pas supporter une charge infinie. Et pour ça, on montre que la charge d'un condensateur et la tension U aux bornes du condensateur sont proportionnelles. C'est-à-dire que la charge du condensateur égale à une constante fois la tension aux bornes du condensateur. Cette constante de proportionnalité s'appelle la capacité du condensateur. Donc la capacité du condensateur, c'est le rapport de la charge du condensateur sur la tension aux bornes de celui-ci. C'est une grandeur exprimée en farad. Alors d'après l'équation ici, la capacité est en coulomb par volt. Le coulomb par volt n'est autre que le farad, du symbole F majuscule. Farad relativement au savant Michael Faraday.
L'unité farad est une unité très grande. On utilise souvent les sous-multiples du farad, à savoir le millifarad c'est 10-3 farad, le microfarad c'est 10-6, le nanofarad c'est 10-9, le picofarad c'est 10-12. On va parler maintenant de la relation entre charge et intensité du courant dans un circuit où se trouve un condensateur. On a remarqué lors de la charge et de la décharge que le courant a deux sens opposés. C'est-à-dire lors de la charge, il circule dans un sens, lors de la décharge, il circule dans le sens opposé. Donc si on prend un condensateur de bornes A et B, la première chose qu'on fait, on oriente ce circuit. C'est-à-dire, on va poser une flèche sur le circuit sur laquelle est écrit la lettre I. Cette flèche, elle est arbitraire. Je tiens à rappeler, cette flèche n'indique pas le sens réel du courant. Il indique que si le courant suit ce sens, il est compté positif. S'il ne le suit pas, il est compté négatif. On appelle cette flèche l'orientation du circuit, c'est-à-dire l'orientation du courant I. Après l'orientation du circuit, on représente la tension aux bornes du condensateur. Et on choisit pour cela que la flèche qui représente la tension soit de sens opposé à l'orientation. C'est ce qu'on appelle en physique la convention récepteur. C'est-à-dire en convention récepteur, la flèche qui représente la tension est de sens opposé à la flèche qui représente l'orientation du circuit. Donc, on va essayer toujours dans les circuits électriques qu'on aura cette année à représenter le condensateur toujours en convention récepteur. C'est-à-dire la flèche de la tension au bord du condensateur est de sens opposé à celle de l'orientation du circuit. Maintenant, les plaques du condensateur. La plaque à laquelle arrive la flèche de l'orientation porte toujours la charge notée Q. Par contre, l'autre plaque porte la charge moins Q. Ceci veut dire, si cette charge est positive, l'autre elle est négative. Ou bien, si celle-là est négative, l'autre elle est positive. Mais on doit noter toujours la charge de la plaque sur laquelle arrive la flèche de l'orientation. On la note la charge. Donc en convention récepteur, il y a une relation entre l'intensité du courant et la charge. Cette relation est la suivante, c'est I égale la dérivée de la charge de la plaque A sur dt, c'est-à-dire dQ sur d de t. C'est une relation très importante qu'il faut retenir si on veut bien comprendre les phénomènes qui se passent lors de la charge et lors de la décharge du condensateur. N'oublions pas que cette relation, elle est valable soit lors de la charge ou bien lors de la décharge. Après la relation entre charge et intensité, on va maintenant déterminer la relation entre intensité et tension au bord du condensateur. Pour cela, on donne les relations déjà établies. On a la charge du condensateur égale sa capacité fois la tension au bord du condensateur. Et on a I égale à la dérivée de la charge sur dt. Donc le I égale, si je remplace la charge par Cu, ça fera la dérivée de Cu sur dt. C est une constante, je la fais sortir. Donc il reste I égale C fois du sur dt. Donc cette leçon est basée sur cette relation entre l'intensité du courant et la tension au bord du condensateur. Cette relation est très intéressante et elle est utilisée dans la réponse de plusieurs questions pour cette leçon. Maintenant, si on a plusieurs condensateurs, on peut les associer. Alors, on va faire deux associations possibles. C'est l'association en série. Ça veut dire un condensateur à côté d'un autre condensateur. Soit par exemple un condensateur de capacité C1 et un autre de capacité C2. Je prends la flèche de la tension U1, j'appelle la charge de cette plaque Q1 et celle de l'autre plaque Q2. Je peux remplacer les deux condensateurs par un seul, de capacité CE, la capacité équivalente, et qui porte une charge Q et qui a une tension U.
On voit ici que la tension U1 plus U2, elle est égale à U. C'est la relation entre la tension des deux condensateurs et celui du condensateur équivalent. La chose la plus importante dans l'association en série, c'est que tous les condensateurs, même le condensateur équivalent, portent tous la même charge, quelle que soit leur capacité. C'est-à-dire qu'on a toujours Q1 égale Q2 égale à Q. La capacité équivalente de cette association en série est calculée à partir de la relation suivante. 1 sur C équivalent est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Donc la capacité du condensateur équivalent d'une association en série est plus petite que C1 et C2. Donc la capacité équivalente est plus faible, mais la tension est plus grande que U1 et U2. On peut nous poser la question, quel est l'avantage d'une association en série? On va répondre que l'avantage, c'est que le condensateur équivalent supporte une tension supérieure aux tensions que peuvent supporter les deux autres condensateurs. La deuxième association, c'est l'association en parallèle. Donc, j'ai deux condensateurs en parallèle, C1 et C2. D'après le montage ici en parallèle, la tension de C1 est la même que celle de C2, est la même que celle du condensateur équivalent. À savoir qu'en parallèle, tous les condensateurs possèdent la même tension, U1 égale U2 égale à U, quelle que soit leur capacité. Mais la capacité équivalente, c'est la somme de ces deux-là, c'est-à-dire que C égale à C1 plus C2. Donc ici, on a augmenté la capacité. L'avantage d'une association en parallèle, c'est d'augmenter la capacité. Augmenter la capacité veut dire aussi augmenter le réservoir d'énergie. Donc, plus la capacité est grande, plus le condensateur emmagasine de l'électricité. Enfin, on va essayer de donner l'énergie électrique emmagasinée dans un condensateur. Donc, on peut nous demander, selon la branche où on est, sciences expérimentales option PC ou bien sciences mathématiques, de retrouver cette relation, surtout pour les sciences mathématiques. On va commencer par donner l'expression de la puissance électrique d'un condensateur. En électricité, la puissance, c'est la tension fois l'intensité. Ceci veut dire que si je remplace I par CdUC sur dt, la puissance devient P égale UC fois C fois dUC sur dt. Cette expression, ça nous rappelle en mathématiques la formule F fois F'. Donc je peux écrire cette relation comme suit. CUC dUC sur dt, c'est comme si je fais la dérivée de 1 demi C UC au carré. Je rappelle que UC, la tension au bord du condensateur, se comporte comme une fonction en mathématiques. Donc la dérivée de f au carré, c'est 2f f'. C'est 2 fois 1 demi, ça devient 1. F, c'est UC. F', c'est dUC sur dt. D'autre part, il y a une relation entre la puissance et l'énergie électrique. Cette relation, c'est la puissance instantanée égale la dérivée de l'énergie sur d de t. Par identification, c'est-à-dire en comparant ces deux relations, on va trouver que l'énergie électrique, elle est égale à 1 demi CUC au carré plus une constante. La dérivée de la constante égale à 0. La constante, on la trouve avec les conditions initiales. Initialement, le condensateur n'est pas chargé. Ça veut dire que cette valeur est égale à 0. Donc, il ne porte pas d'énergie. Donc, 0 égale à 1 demi C fois 0 plus la constante. On en déduit que la constante est égale à 0. D'où, finalement, l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur s'écrit E électrique égale 1 demi C UC au carré. Si on nous demande calculer l'énergie électrique emmagasinée dans un condensateur, j'applique directement la relation. Si on me demande d'établir cette expression, je dois suivre cette démonstration.